Pour la deuxième partie, toujours avec Anis Alfeda, toujours la guerre du Rif. Donc on a vu à peu près, on va dire, allez, toute la grande histoire qui a précédé la fin du 20e, du 19e siècle, début du 20e, où là ça va beaucoup s'accélérer, avec le partage du Maroc par les grandes puissances, qui en fait tout le monde s'entend, et la famille royale marocaine actuelle, qui à l'époque bon, bah, voit son intérêt de s'allier à la France de façon Pour préserver son, préserver son pouvoir son sur trône, ouais. son pouvoir. Donc c'est un accord tacite en fait où tout, bon, on va dire, tout le monde trouve un peu son intérêt. Et puis dedans donc il y a ce fameux Abdelkrim donc de cette tribu des Aït Ouriagel. Ouriagel, mais c'est très bien. Ouriagel, Mais non, mais tu voilà. t'es bien renseigné, c'est bien, ça veut dire que tu as bien travaillé, quoi. Alors voilà, les Ouriagel, voilà, avec le En fait, en tamazirt, Aït Ouriagel, c'est-à-dire celui qui ne recule pas. celui qui ne recule pas. Voilà. Donc, il portait bien son nom alors. No Pasaran. Voilà. Donc lui, en fait, en gros, au début, ils s'entendent plutôt bien avec les Espagnols. Ils sont même plutôt en... Ça va être pas de quartier. Pas de quartier, voilà. Et quand je dis pas de quartier, c'est pas de quartier. Et après, les viscères, enfin tout éventré, enfin je te passe les détails. Alors là, Ils vont se venger, c'est ça la consigne, ça va être pas de quartier. Pas de quartier, voilà. Et quand je dis pas de quartier, c'est pas de quartier. Et à partir de 1921, va commencer les premiers. Une des caractéristiques de la guerre du Rif, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de faire cette émission, les premiers bombardements au gaz. Le premier bombardement de civils de l'histoire, c'est durant la guerre du Rif. Il y a eu l'utilisation de gaz pendant la Première Guerre mondiale. Entre militaires. Entre Alors, il y a eu ça a peut-être dû déborder sur des civils, mais là, c'est sciemment fait sur des civils. Parce que les Espagnols, pour eux, ils considèrent des crimes comme un rebelle. Ils disent, c'est pas, en gros, c'est une racaille, c'est pas des soldats. Et les villageois, tous les rifins, c'est tous les mêmes, ils l'aident. Donc, ça va être. Là, c'est la première fois que des civils sont sciemment bombardés. Juste après, au même moment, Churchill en Irak va bombarder les Kurdes aussi. Mais voilà, simultanément, donc il y a les rifins qui sont bombardés au gaz et aussi les Kurdes. On va revenir un peu en arrière en 1919 après la conférence de Versailles. On le rappelle, l'Allemagne est déclarée vaincue et responsable. Responsable, vraiment, elle a de la morale, quoi. Elle est responsable de la guerre. On confisque, elle n'a pas le droit d'avoir plus de 100 000 hommes, pas le droit d'avoir d'aviation, pas le droit d'avoir de chars, et on confisque, tous ses stocks d'armes chimiques. Mais les Espagnols ne sont pas si cons que ça non plus. Ils vont entrer en contact avec des ingénieurs de la Reichswehr, donc qui est l'armée allemande de la République de Weimar, et ils vont installer des usines qui fabriquent des... Ils vont acheter des stocks. Les Français aussi vont leur en fournir après petit à petit. Mais ils vont faire appel à des ingénieurs allemands pour qu'ils mettent au point des gaz, l'hyprite notamment, le gaz moutarde. Ils vont en installer dans l'Andalousie et aussi à Melilla. À Melilla, ils vont créer une usine d'armes chimiques qui va leur permettre de s'en servir et de bombarder massivement les rifins. Parce qu'ils voient que sur le terrain, ils ont vraiment beaucoup de mal, c'est un euphémisme, ils ont vraiment beaucoup de mal avec les rifins, ils se disent, il faut qu'on passe par le gaz. Même Alphonse XIII, le roi Alphonse XIII dit oui, je vous autorise à utiliser le gaz pour économiser la vie des soldats espagnols, parce que cette guerre est vraiment très impopulaire au sein de l'opinion publique espagnole. Et jusqu'à maintenant, ça aura des conséquences jusqu'à maintenant, la région du Maroc qui est le plus touchée par les cancers, c'est le Rif. Parce que des années après, les gens ont continué à boire l'eau, à cultiver, les nappes phréatiques ont été infestées, mais... La région du Maroc qui est le plus touchée par les cancers, c'est le Rif. Parce que des années après, les gens ont continué à boire l'eau, à cultiver, les nappes phréatiques ont été infestées, mais vous n'avez même pas idée à quel point. On estime, ça c'est des chiffres de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, c'est près du 3/4 des cas de cancer au Maroc sont dans le Rif quasiment. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Rif, C'est pour ça qu'ils nous exterminent, cette race de vauriens. c'est pas une région énorme, c'est pas les steppes d'Asie centrale, c'est une petite région. À quiconque même, il me venge. Quiconque a vu où, qui, quoi, comment et pourquoi. Chez le Seigneur, c'est sur mon dos. Vous ne faites pas prendre les murons des oreilles et les vitrons des yeux. C'est sur mon compte. Quiconque même, il me venge. Vous avez vu l'humiliation de la Hagra? Faites-en ce que vous voudrez. N'en parlez pas, les murons des oreilles et les vitrons des yeux. Malheur à eux. Région et elle seule elle concentre les 3/4 des cancers du Maroc, quoi. Donc pour revenir à voilà, après il y a eu la SDN, le président Wilson, tout ça, blablabla, plus jamais ça, la guerre des der, les armes chimiques c'est abominable, on est des nations civilisées, faut pas, mais entre blancs. Là, quand c'est des moros, c'est pas grave, on peut leur mettre des gaz chimiques, c'est pas très grave. C'est des morts, c'est des indigènes, c'est tout ce que tu veux, c'est des races inférieures. Donc c'est toujours un peu. C'est pour ça parfois qu'on dit oui, on veut pas toujours tout mettre sur l'homme blanc. Mais là, vraiment, là, je vais parler entre guillemets avec mon cœur. Quand les armes chimiques arrivent, là, vraiment, on franchit un nouveau cap dans la guerre.
Parce qu'autrefois, quand il y avait des guerres, bon, il y a des morts, tout ça, il y a des récoltes brûlées, des villages pillés, ok. Mais là, avec les armes chimiques, même lorsqu'un conflit se termine, il y a des séquelles encore. Ouais, il y avait des emmurades, des enfumades, et puis les armes chimiques, hein. Il continue d'y avoir des victimes. On va prendre l'exemple le plus connu, le Vietnam. Les États-Unis, ils ont fait quoi au Vietnam? Ouais, Pendant bah, la guerre du Vietnam, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent orange. C'est le napalm et de l'agent orange, c'est ça. Et jusqu'à maintenant, il y a je ne sais pas combien de milliers d'enfants vietnamiens qui sont nés avec des malformations. Pendant la guerre du Rif, vous pouvez taper guerre du Rif sur Google bombardement chimique, vous voyez des images de... C'est atroce, c'est atroce ce qu'il y a eu. Et c'était quoi sous forme d'aviation? C'était des bombes? Par avion. Ils larguaient par avion. Donc, Abdelkrim, il commence il voit que les Espagnols, là, ils arrivent vraiment à vitesse grand V. José Milán Astra. Vous voyez, maintenant, on le sait avec les archives, prévoyait les Français disent, est-ce que ça n'a pas donné de mauvaises idées? Les nouvelles circulations. Tout le Maghreb. Et les Français, pourquoi ils commencent vraiment de s'imposer? Parce qu'il y a des traîtres. Il y en a qui veulent pactiser avec les Espagnols, il y en a qui veulent être soumis aux Français. Donc, qu'est-ce qui est plus dur à supporter? Une autorité d'un rifin, aussi brutale soit-elle, ou l'autorité d'Espagnols ou de Français? Et il y a beaucoup de tribus rifènes qui accueillent avec enthousiasme Abdelkrim. Et les nouvelles circulent même dans tout le Maghreb. Et les Français, pourquoi ils commencent vraiment à s'inquiéter d'Abdelkrim et de ses succès? C'est que les rifins qui vont en Oranie travailler, il y a des rifins qui sont installés en Oranie, ils donnent les nouvelles circulent, elles vont en Tunisie, ça va en Égypte, enfin les gens ils voyagent un peu, c'est pas comme la mondialisation maintenant, mais les Français disent, est-ce que ça n'a pas donné de mauvaises idées à l'Algérie qui est vraiment frontalière? Donc là, on arrive en avril 1925, avril 1925, et ce qui va arriver arriva. C'est comme pour le plan Barbarossa, c'est comme pour le pacte germano-soviétique. Les Allemands attaquaient, mais Staline prévoyait d'attaquer tôt ou tard, lui aussi. En fait, il n'était pas prêt, c'est pour ça qu'il n'avait pas attaqué en 1941. Staline prévoyait, maintenant on le sait avec les archives, il prévoyait d'attaquer en 1942, maximum 1943. Mais ce que Staline n'avait pas prévu, il n'avait pas prévu l'effondrement de la France en 1940. En fait, Staline il avait signé le pacte germano-soviétique en pensant que les Alliés et les Allemands, que les Français et les Anglais d'un côté et les Allemands de l'autre allaient s'enliser dans une guerre terrible, façon guerre des tranchées, Première Guerre mondiale. Et quand il y a eu l'effondrement en 40, il était, le premier surpris, c'était Staline. Hein. Il s'est dit, mais on n'est pas prêts, nous. On voulait attaquer. Donc là, c'est pareil pour Abdelkrim et Lyautey. Abdelkrim, il multiplie les contacts. Il veut prendre des contacts avec Lyautey. Il dit, il faudrait qu'on trace la frontière. Et Lyautey répond, il fait répondre par ses communiqués, on n'a pas à traiter avec quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. En gros, oui, ça c'est le sultan, un imposteur. Lyautey commence de plus en plus à montrer les dents face à Abdelkrim. Et ce qui arriva. Le 14 avril 1925, l'attaque, la guerre franco-riffaine commence. Lyautey est à moitié surpris. Il savait qu'à un moment ou à un autre, Abdelkrim attaquait, et Abdelkrim, lui, se disait, si j'attaque pas, de toute façon, au plus tard, l'an prochain, les Français attaqueront. Parce qu'ils voudront aider les Espagnols. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser, on est trop dangereux pour eux. Même si certains, il y a des baroudeurs, des industriels ou autres qui veulent attaquer, mais le gouvernement français, la République française, elle souhaite rester au Maghreb, elle ne peut pas traiter avec nous comme ça. Ce serait beaucoup trop dangereux. Puis le contexte international, quand même, n'est pas trop non plus favorable. Mais donc, en avril, Abdelkrim attaque. Lyautey, donc je disais, moyennement surpris, mais il est surtout surpris par la vigueur de l'attaque des Rifins. Ils attaquent quoi, un poste avancé, c'est ça? Voilà, et à Biban. Voilà, Biban. Ils considéraient que la France avait un peu gagné. Oui, en fait, le sud-sud du Rif a été mordu par les Français, et il a considéré ça comme une déclaration de guerre. Voilà, en fait. et la France installe un poste avancé, je crois. Voilà, c'est ça. Et ils attaquent là. En fait, ils attaquent. Ce qui le surprend, après, c'est qu'ils n'attaquent pas sur un seul point, mais sur toute la zone nord, toute la frontière nord du protectorat français. Et, au début, les postes qui sont comme ça, qui sont chargés de surveiller la frontière, ils ne sont pas débordés, mais presque. Plusieurs postes sont attaqués, détruits, des soldats sont tués. Et en fait, ils voient que c'est vraiment une attaque coordonnée, organisée et préparée en amont. Comment réagissent les Espagnols? Les Espagnols ne sont pas mécontents de ce que vivent les Français. Comme ça va emmener les Français dans la guerre avec eux. Non, ils se disent, alors les Français, vous rirez bien qui rira le dernier, hein, vous nous traitiez d'incapables, de bons à rien, de
de soldats d'opérette. Alors, elle est passée où la France, la grande nation, vainqueur de Verdun Ils sont je sais contents que la France, ils vont les forcer, ils se disent, à rentrer dans le Oui, conflit mais avec eux. ce qu'ils se disent d'abord, ils se disent, Ah bah, oui, oui, oui. ils se disent, ah bah, si la nation vainqueur de la Première Guerre mondiale n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas si nul que ça, nous non plus. Ouais. En fait, ils le reprennent comme ça. Bon, on essaie de retrouver son amour-propre comme on peut. Hein. Donc, voilà, mais en effet, à terme, ils se disent, est-ce que peut-être ils vont pas venir avec nous? Et le débat du RIF s'installe à l'Assemblée. Alors, à l'Assemblée, en gros, on ne veut pas se départir de l'image d'Épinal d'Abdelkrim. On dit, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, c'est un bourgeois, il veut gagner de l'argent, je sais pas quoi, enfin, c'est un aventurier, il veut que le pouvoir. Ouais, c'est un énième aventurier. Le vrai souverain au Maroc, c'est le sultan, et c'est la France qui est la garant de la souveraineté du sultan au Maroc. Mais pourquoi on veut garantir la souveraineté du sultan? C'est parce qu'il ne dérange pas les intérêts français, en fait. C'est pour ça. Comme encore aujourd'hui, hein. Par contre, à ce moment-là, qui défend la cause du RIF à l'Assemblée? Le Parti communiste et un certain Jacques Doriot, qui se fait connaître par la suite sous Vichy pour sa collaboration avec les Allemands. Mais à ce moment-là, je crois qu'il est maire d'Aubervilliers, si je ne dis pas de bêtises. Il est membre du Parti communiste. Et Marcel Cachin aussi, directeur du journal L'Humanité, vont publier plein d'articles pour soutenir le RIF. Ils vont appeler à la fraternisation avec les RIFins, à la mutinerie des soldats. Ils disent, oui, vous n'avez pas à vous battre. Il ne faut pas oublier que l'opinion publique française, on est à peine 7 ans après la Première Guerre mondiale. Le pacifisme est très populaire à ce moment-là. On disait, non, non, on vient d'occuper la Rhénanie pour récupérer les indemnités que les Allemands rechignent à payer. Mais on dit, non, 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 on ne va pas refaire une énième guerre, et puis c'est trop loin. Puis on croyait que le Maroc était tranquille et calme et se soumettait de bonne grâce à la civilisation que la France lui apportait. Et on se rend compte que non. Et puis si on dit, c'est la dernière des guerres, vraiment, l'opinion française ne veut plus que des soldats français aillent mourir. Ils ne veulent pas qu'ils aillent mourir pour, ce que disent les communistes, pour les intérêts des grandes banques, de la banque de Paris et des Pays-Bas, la BNP Paribas en fait, à l'époque. Et même les intellectuels français vont s'emparer du débat. L'action française, elle, d'un côté, pour l'honneur de l'armée française, eux, ils vont faire une affiche, ils vont publier des affiches qui va s'appeler « Des gaz pour le RIF ». Eux, ils disent « Oui, oui, il faut y aller au RIF, il faut préserver au maximum la vie des soldats français, mais en tuant le plus de RIFins possible ». Mais, je ne sais pas si vous connaissez, le mouvement des surréalistes, avec André Breton, avec Louis Aragon. Ah, ça c'est moi. Vive le surréalisme, les gars. Avec Elsa Triolet, avec Tristan Tzara, non pas Tristan Tzara, mais d'autres écrivains, vont prendre parti pour les RIFins, vont appeler à mettre fin à la guerre du RIF, vont appeler à la fraternisation et vont proclamer la liberté du peuple rifin et refusent de se battre et disent il faut que les soldats français refusent de se battre pour des intérêts et les grands industriels. Tu connais cette fameuse phrase d'Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des marchands de canons ou pour des industriels. Et aussi un autre grand écrivain français, Henri Barbus, qui a publié un des plus beaux romans sur la guerre, Le Feu, qui a eu le prix Goncourt en 1916. C'est un roman autobiographique sur son expérience dans les tranchées. Même lui, parce qu'il a vu ce que c'était que la guerre. Il appelle à refuser d'aller se battre dans le RIF. Et les surréalistes sont plutôt de gauche, ils disent l'Espagne est une monarchie avec l'Église qui gouverne. Vraiment, c'est vraiment le dernier allié à les soutenir, quoi. Mais là, la France, le gouvernement français commence à un peu plus chercher des noises à Lyautey en disant bah, voilà le résultat de votre pacification, de votre respect des traditions marocaines. Si on vous avait pas laissé faire autant, on n'en serait pas là. Donc l'été passe, l'été est 25. Là, qu'est-ce qu'il faut faire à tout prix par contre? Il faut essayer de se rabibocher avec l'Espagne, avant toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on décide de faire appel au plus illustre personnage militaire français, le seul qui peut calmer tout le monde et mettre tout le monde d'accord et faire l'unité autour de lui, et surtout auprès de l'opinion publique française. Maréchal Pétain. Le maréchal Philippe Pétain. Faut dire une chose, vous l'avez dit une fois dans votre émission, quand vous avez fait un débat avec, je crois que c'était avec, comment il s'appelle le député Christian Vanès et Adrien Bauzy. C'est vrai, dans les années 20, jusqu'en 40, même jusqu'en 45, quand tu disais Pétain, les gens étaient illuminés, c'était le vainqueur de Verdun. Et bien Pétain, il va reprendre du service. Alors là, on va assister aussi à un duel entre Lyautey et Pétain. Pas sur le plan politique, mais un peu sur le plan de classe. Parce que Pétain est issu de la paysannerie. Lyautey est un aristocrate. Lyautey dédaigne Pétain un peu. Mais il ne peut pas le mépriser complètement parce que c'est un des plus grands. Mais Lyautey est un maréchal aussi. Pétain est un maréchal. Mais le prestige de Pétain est immense à ce moment-là. Personne ne peut rivaliser avec Pétain au niveau de la popularité dans l'armée française et dans l'opinion publique française. Les premiers contacts, quand Pétain arrive en première fois en visite officielle au Maroc pour voir le terrain, pour préparer son action, la visite est glaciale.
Vraiment, ils se disent bonjour, mais vraiment les formes, quoi. Bon, le courant ne passe absolument pas entre eux. Lyautey est un maniéré, un fin tacticien, alors que Pétain, il fait le boulot. Lui, il aura une phrase célèbre lors de la guerre du Rif, il dit « vous faites de la politique, moi je fais la guerre, moi je fais de la stratégie ». Moi, la politique, je fais pas de politique, moi. Moi, il y a des ordres, on m'a appelé, il y a une situation donnée, je vais l'étudier et je vais agir en conséquence. Et là, l'Espagne commence à changer. Elle se dit, si on envoie Pétain, c'est que vraiment, là, les Français prennent l'ampleur de la menace Rifaine. Parce que la Première Guerre mondiale, l'écho de la Première Guerre mondiale est arrivé en Espagne aussi. Et Pétain, ils avaient entendu parler de lui. Et ils se disent, s'ils envoient le plus prestigieux des militaires français à terme avec nous, c'est que vraiment, ils ont pris la mesure du danger. Et là, Pétain va se charger de prendre des contacts avec donc, Damasco Berenguer et Miguel Primo de Rivera, donc les plus gros militaires espagnols qui doivent se charger du Rif. Entre-temps, Franco, lui, il est colonel, et dans un article, il avait écrit, il a dit ceux qui ne sont pas capables de gouverner, il faut qu'ils partent, et qu'ils laissent la place aux capables. Et Pétain va prendre contact donc, avec les Espagnols, et ils vont préparer ensemble un événement qui va servir d'exemple aux Américains durant la Seconde Guerre mondiale, le fameux débarquement d'El Hoceima, de 1925. Le débarquement d'El Hoceima qu'ils vont préparer, en fait, ils vont étudier l'échec franco-anglais lors de la bataille des Dardanelles contre l'Empire ottoman, qui avait été un échec, où Churchill avait pris part. C'est lui qui avait dirigé les opérations. Les Espagnols... Churchill, il avait dit, en 15 jours, je prends les Dardanelles. En 15 jours, je prends Constantinople, en passant par les Dardanelles. L'Angleterre, la France, je pense l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils n'ont jamais ramassé une raclée qu'ils ont ramassée lors de la tentative de prendre Constantinople en 15 jours en passant par le Bosphore, tout droit, par les Dardanelles. Les Espagnols vont disséquer minutieusement, vont préparer dès l'été, durant tout l'été, ils vont entraîner des soldats, mais donc là, les effectifs militaires espagnols vont grandir, les effectifs militaires français vont aussi grandir, et là, à la fin de l'été 1925, on arrive quasiment à 500 000 hommes, espagnols et français combinés. Enfin, c'est énorme, je ne sais pas si on se rend compte, mais le Rif, je répète, le Rif, c'est pas les steppes d'Asie centrale, hein, c'est une petite région. Et pour soumettre une petite région comme ça, on décide d'envoyer conjointement France-Espagnol les troupes additionnées. Enfin, quasiment, il y a 150 000 hommes quasiment côté français, et à déjà près de 300 000 hommes quasiment côté espagnol. Les Français et les Espagnols préparent le débarquement minutieusement, ils achètent des navires aux Anglais pour moderniser leur flotte. Et sans oublier l'armée marocaine qui a envoyé aussi des hommes. Mais le sont-ils? Telle est la question. Et là, par contre, Abdelkrim, il commence à comprendre que la mésentente espagnole n'est plus de mise, et que là, maintenant, il commence vraiment à s'unir réellement contre lui. Et là, il comprend que si la France se met aux côtés des Espagnols pour débarquer, je t'avais dit au début qu'avec Abdelkrim père, les Espagnols plusieurs fois essayaient de débarquer, mais n'avaient pas réussi. Et là, il comprend que si les Français aident les Espagnols à débarquer, là, ça va pas être pour des cracks. Là, ils vont vraiment débarquer. Ils vont débarquer le 8 septembre 1925. Donc, ce débarquement, c'est le premier débarquement aéronaval de l'histoire. Il va servir de modèle aux Américains pour l'opération Torche en 1942, lors du débarquement en Afrique du Nord à Casablanca et Alger, et aussi à l'opération Overlord, au débarquement de Normandie. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Les Américains vont prendre pour modèle le débarquement franco-espagnol à Al Hoceima. Il débarque à Al Hoceima, et là, Abdelkrim va se lancer tout azimut. Il va attaquer la ville, le poste de Koudia Tahar et Tétouan, pour essayer de prendre symboliquement, faire diversion, quoi. Les empêcher de débarquer à Al Hoceima, parce que c'est son sanctuaire. Sa capitale, je rappelle, c'est Ajdir, la capitale de la République du Rif, là où il est né. C'est une petite ville, mais elle est au sud d'Al Hoceima. Donc s'il débarque à Al Hoceima, après ils vont prendre sa capitale. Donc lui, il veut faire diversion et les amener à Tétouan, qui est un peu plus excentré, et il veut éloigner le danger de sa capitale. Les Espagnols et les Français vont envoyer des troupes pour stopper son avance là. Donc je répète que entre 21, 23, 24, les bombardements chimiques ne vont pas cesser. Les dégâts vont commencer à se faire de plus en plus sentir au sein de la population rifaine. La résistance rifaine, je ne dis pas qu'elle flanche, mais elle est quand même très éprouvée après 4 ans de guerre. Après des bombardements chimiques. Jamais les Rifains n'avaient mené une guerre aussi longue. Ils n'ont pas l'expérience comme ça d'une telle guerre dans l'histoire. Le débarquement réussit, mais la résistance rifaine est acharnée. Tout septembre, ils se battent sur la côte. Ils finissent par débarquer à Al Hoceima. Et le 2 octobre, fin septembre, début octobre, ils consolident leur position. Et là, les Français espagnols décident de foncer sur Ajdir. Et le 2 octobre arrive ce qui arrive, la catastrophe. Le 2 octobre 1925, Ajdir est prise. Ils entrent dans le gouvernement, dans le siège du gouvernement d'Abdelkrim.
là, c'est une joie immense pour les Espagnols. Ils prennent une revanche sur Abdelkrim, une revanche immense. Parce qu'ils arrivent, ils sont dans sa maison, quoi, quasiment. Ils saccagent tout, enfin, la ville est pillée. Jusqu'à maintenant, il y a les vestiges du gouvernement d'Abdelkrim, du siège du gouvernement à Ajdir. Si vous tapez gouvernement Abdelkrim Ajdir, A-J-D-I-R, vous trouverez les images, les restes encore, qui sont encore présents. Et le colonel qui va annoncer la nouvelle aux autorités espagnoles à Melilla, il s'appelle le colonel Vera, parce qu'Abdelkrim avait réussi à installer un service téléphonique. C'est pour dire à quel point Abdelkrim était visionnaire, en fait. Qui a installé le téléphone dans le Rif? C'est Abdelkrim. Ils vont découvrir des munitions, les Rifins fabriquaient eux-mêmes artisanalement des grenades. Enfin, vraiment, ils vont découvrir, mais vraiment, les Rifins avaient un stock d'armes immense. Autre que celui qu'ils avaient pris aux Espagnols et qu'ils avaient acheté aussi aux Européens. Ils commençaient à fabriquer des armes eux-mêmes. Donc vraiment, les Rifins commençaient à être redoutables. Donc ils vont prendre le matériel chirurgical, enfin, ils vont tout piller. Ils vont appeler le colonel Vera, donc va rétablir la ligne téléphonique. Il va appeler ses supérieurs à Melilla et il va s'exclamer ainsi. Alors je vais traduire un mot. Pajarito, en espagnol, c'est-à-dire petit oiseau. Parce que le ministre des Affaires étrangères d'Abdelkrim, il s'appelle Mohamed Azerkan, il était surnommé Pajarito, le petit oiseau, parce qu'on trouvait qu'il avait une tête, une bonne bouille, je ne sais pas pourquoi les Espagnols l'avaient appelé Pajarito. En fait, dans son gouvernement, le siège de son gouvernement, il y avait les bureaux de ses ministres, Abdelkrim, mais le téléphone, il y avait un téléphone à lui, un téléphone pour ce ministre des Affaires étrangères, parce que la diplomatie, c'est important, donc il a besoin de communiquer. Donc le colonel Vera, quand il prend le téléphone, il dit à ses supérieurs, nous venons d'occuper les bureaux du Pajarito, et je vous appelle avec le téléphone d'Abdelkrim. Donc s'il annonce ça, il a dit, je suis dans les bureaux d'Abdelkrim, on est enfin chez lui. On est chez lui maintenant, ça y est, on est en train de gagner. Là, le prestige d'Abdelkrim est très affaibli. Il est gravement blessé par les gaz. Il doit être évacué, il doit donner le commandement à son frère, Mohamed El-Khattabi. Mais il ne s'avoue pas vaincu. L'offensive française, là, par le sud, elle avance. Elle est fulgurante au début, mais elle s'enlise très vite puisque les pluies d'automne arrivent et la boue freine. Et les Espagnols, même s'ils prennent Ajdir, ils n'arrivent pas non plus à avancer plus loin. En gros, c'est une victoire mitigée, mais c'est une victoire symbolique quand même, puisqu'ils ont réussi à prendre Ajdir. On arrive début 26. Donc Pétain dit, il ne faut pas de perte inutile, on renforce notre troupe, notre présence, on continue notre action auprès des tribus rifènes, on essaie de leur dire que ça ne sert à rien de se soulever, il faut qu'ils se rendent à nous, il faut qu'ils soient raisonnables. Donc l'hiver passe, mais le conflit reprend, et Abdelkrim n'a plus l'initiative des opérations. Ah oui, auparavant, j'avais oublié, durant l'été 25, quand c'était chaud pour les Français, Abdelkrim avait promis d'être à Fès pour l'Aïd el-Kébir. Et comme Lyautey avait réussi quand même malgré tout à le renforcer, à le freiner, il avait échoué devant Fès, parce qu'il est arrivé à peine 20 km de la ville de Fès. S'il avait pris Fès, c'était fini du sultan, là. Donc là, on est à l'hiver 25-26, ça passe. Et puis, on décide d'engager des négociations, des pourparlers avec Abdelkrim. Scandale chez les Espagnols, mais les Français disent on est obligé de traiter avec lui, on est obligé de le respecter. Puisqu'il nous a tenu tête pendant si longtemps, on lui doit au moins ça. Donc, il y aura ce qu'on appelle la conférence d'Oujda. Oujda, donc c'est à 20 km de la frontière algérienne. Ouais, c'est la frontière. Et les négociations, au début, les Français font connaître leurs exigences. Et là, les Rifins ne peuvent pas accepter ça. Ils exigent l'exil d'Abdelkrim. C'est la première fois qu'ils émettent cette hypothèse. Abdelkrim doit être exilé. La présence d'Abdelkrim, même s'il est vaincu, sa présence est trop dangereuse dans le Rif. Il doit être exilé. Donc les Rifins disent c'est inacceptable, on ne peut pas, mais les Rifins commencent à avoir peur. Ils disent mais s'ils le veulent vraiment, ils vont peut-être finir par l'avoir, mais on ne peut pas accepter ça, nous. Donc la conférence d'Oujda échoue parce que les Rifins disent non, vous devez reconnaître notre indépendance. Nous ne respectons pas les Espagnols, nous les avons vaincus, et si là ils commencent à un peu reprendre du poil de la bête, c'est qu'avec vous les Français. À la limite, les Français, on peut traiter avec vous, on peut reconnaître la présence française au Maroc, mais la présence espagnole, on ne la reconnaît pas, puisque ça fait 4 ans qu'on est en train de les battre. La conférence d'Oujda échoue, le conflit reprend. Là, par contre, la résistance s'effondre totalement, les Espagnols attaquent, ils sont instruits par des Français, enfin, après les Français arrivent massivement. À la fin, je te dis, il y a un demi-million d'hommes. Et Abdelkrim finit par se rendre le 26 mai 1926 à Targhist aux Français. Les Français lui ont promis que s'il se rendait aux Français, il ne lui sera fait aucun mal. Parce que s'il se rendait aux Espagnols, il se serait fait tuer. Et Abdelkrim avait dit même, il y a trop de sang entre les Espagnols et moi. Puis les Espagnols n'avaient pas oublié qu'ils l'ont trahi. Il a dit oui, c'était un des nôtres et il nous a trahis. Et il se rend aux Français, donc finalement, et puisque même les Rifins, les tribus Rifins, peu à peu lui tournent le dos parce qu'avec les gaz chimiques, enfin tout, puis ils sont impressionnés par les Européens qui arrivent massivement dans le Rif. Donc à la fin, les tribus, leur résistance est filoche. Et ah oui, et j'avais oublié, il y a une escadrille américaine, l'escadrille Lafayette, qui avait combattu avec les soldats français pendant la Première Guerre mondiale,
Elle va participer au combat, elle va Ah oui, et j'avais oublié, il y a il y a une escadrille américaine, l'escadrille Lafayette, qui avait combattu avec les soldats français pendant la Première Guerre mondiale. Elle va participer au combat, elle va bombarder le Rif, elle aussi, avec le fameux colonel Charles Sweeney. C'est un colonel américain. Et ça, l'opinion américaine n'a pas accepté. Parce qu'elle-même, l'opinion américaine, elle dit, nous-mêmes, on était une ancienne colonie, on s'est battu pour notre liberté, on ne veut pas faire ça à d'autres peuples. On voulait aider la France face aux Allemands, qui étaient le grand méchant loup à l'époque, mais on ne veut pas l'aider comme ça un pays dans une guerre coloniale, même si c'est la France. Alors,